sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics cette semaine. Ce soir, aux engagés publics, on reçoit Mathieu Traversy. Bonjour, Mathieu. Salut, Denis. Donc, oui, c'est ça, cette semaine. Je sais, on dit-tu cette semaine, on dit-tu ce soir? On fait tellement d'épisodes de ce temps-là que j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir même 2-3 épisodes cette semaine-ci. Donc, quoi qu'il en soit, ce soir, on reçoit le représentant. Écoute, Mathieu a été représentant à la circonscription de Terrebonne à l'Assemblée nationale du Québec de 2008 à 2018. A été porte-parole de l'opposition officielle pour la jeunesse et les affaires étudiantes de 2011 à 2012. Pourquoi je le souligne, Mathieu, c'est que ça n'a pas dû être reposant. dans les bonnes années, donc tu avais vraiment Mme Marois te faisait confiance. A défait Gaétan Barrette en 2012. Ça n'a pas rapport, mais j'avais le goût de la mettre. Je trouvais que c'était un fait d'armes intéressant. Ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours. Mais écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire que tu sais, pourquoi celui-là plus qu'un autre, moi je la trouvais drôle. Panéliste à l'émission des axes diffusés sur les ondes d'ici RDI pendant 2 ans. Hein? Oui, plus de 18 mois, exact. Merci Mathieu d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Donc, Mathieu, première question. Écoute, tu es le nouveau maire de Terrebonne. Félicitations pour ta victoire. Écoute, 77% du vote, c'est bien ça? Exactement. Donc, grosse victoire convaincante, on va dire, le 7 novembre dernier. Donc, je suis très, très fier de la confiance que les électeurs terrebonniens et terrebonniennes m'ont fait lors de cette soirée électorale. Qu'est-ce que ça change d'être maire par rapport à la politique provinciale? Je pense que tu as eu un petit marteau entre autres. Ben oui, exactement. Écoute, tu prends des décisions, tu gères la discipline. Alors, c'est certain que c'est deux mondes complètement différents, Denis. Donc, tu sais, à Québec, vous avez rencontré plusieurs politiciens de l'Assemblée nationale là, au fil des dernières années. Donc, on s'occupe beaucoup de certains portfolios qui gèrent à la fois un peu le macro au niveau de la nation québécoise ou de la société québécoise dans son ensemble. Donc, on a au niveau des municipalités beaucoup plus les mains, comment je pourrais dire, dans l'opérationnalisation des différentes politiques qui sont votées à Québec. En même temps, bon, c'est intéressant parce que les villes, au fil des dernières années, ont acquis beaucoup de pouvoir et sont capables de sortir un peu de la gestion, comment je pourrais dire, qui traîne souvent dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire celle de gérer les matières résiduelles, les réseaux d'aqueducs. Claude Villeneuve me disait, on disait ça, je dis, mais écoute, Claude, tu vas gérer les poubelles. Ben, ça fait partie du rôle. Hein. Régis Labaume disait il y a quelques semaines, il y a toujours au moins une bonne heure par jour où on est dans les aqueducs, on est dans les égouts, mais il y a aussi d'autres thèmes après ça qui prennent de l'ampleur. Puis on a vu celui du développement durable, l'environnement, celui du transport collectif. Des thèmes que tu connais? Ben oui, tout à fait. Donc, dans lequel j'ai déjà travaillé à Québec, qui prennent de l'ampleur et dans lequel, au niveau des collectivités, on peut jouer un rôle important. Comment ça s'est passé ton passage du monde provincial à la politique municipale? Pourquoi tu es allé? Quelle a été ta réflexion? Bien, tout d'abord, la réflexion qui m'est venue en tête, c'est que je voulais vraiment prendre le temps d'apprivoiser la politique municipale pour les raisons que tu as évoquées, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grandes distinctions entre les grands débats qu'on a à l'Assemblée nationale, les grandes politiques qu'on vote à Québec et cette opérationnalisation sur le terrain, cette politique de proximité proche des citoyens. Donc, j'ai été consultant politique pendant environ près d'1 an, donc au niveau de la ville de Terrebonne, pour bien apprivoiser, dans le fond, ce nouveau palier politique. Et puis là-dessus, ça m'a donné le goût d'aller un petit peu plus loin. Peut-être la pandémie aussi a aidé. Je vais vous dire que 18 mois de confinement, tu sors de là, Denis, tu as envie de parler à tout le monde, tu t'ennuies. Surtout toi. Toi, tu une machine politique, machine de communication. Tu devais te tourner les pouces puis te ronger le frein, comme on dit. On avait hâte de sortir. On avait hâte de sortir. Donc, ce besoin de socialisation, entre autres, aussi, c'est l'approche de beaucoup de gens. Puis ça, je ne vous cacherai pas, là, du secteur de la ville de Terrebonne qui m'ont dit, Mathieu, il faut absolument que tu reviennes. On a besoin de ton dynamisme, de ta façon de faire de la politique. Ça m'a convaincu au fil des mois qui ont suivi. Ben, en fait, c'est intéressant parce que tu devances une de mes questions. Je me demandais, c'est venu de où? C'est venu d'un désir profond ou tu sentais qu'on avait besoin de toi ou que tu avais quelque chose à apporter? Tu dis qu'il y a des gens qui ont fait appel à toi dans ce contexte-là?
Tout à fait. Donc, il y avait beaucoup d'insatisfaction au niveau de la ville de Terrebonne. Donc, pour faire une histoire courte, ici, on a plusieurs défis. Il y avait beaucoup de tensions au niveau des relations de travail à la ville de Terrebonne. Il y avait une approche de leadership qui était très différente, peut-être de celle avec laquelle, M. Martel, vous avez eu l'occasion peut-être de me côtoyer dans les dernières années. Donc, plus transparente, plus chaleureuse, plus humaine, une approche politique qui est peut-être un petit peu plus sensible. Donc là, on avait une grande soif à Terrebonne d'avoir un peu de changement. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont mis à me solliciter pour pouvoir, en tout cas, du moins pour entamer une réflexion à cet égard. Et ça l'a fini par me convaincre au fil des mois. Et aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Puis je découvre au fur et à mesure tout ce nouvel environnement, ce nouveau palier politique dans toute sa splendeur. Mais tu as joint, au départ, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, tu avais joint l'équipe comme conseiller ou comme candidat. C'était pas immédiatement, tu n'as pas été immédiatement pressenti ou tu n'allais pas directement pour devenir maire. Tu as mis un orteil à l'eau. Exact. Puis il fallait aussi qu'on voit dans quoi qu'on s'embarque. Si un jour, M. Martel, vous décidez de vous lancer en politique... Tu m'appelles M. Martel. Oui, mais là, ça devient sérieux. Là, je vous dirais, prends le temps, Denis, d'analyser dans quoi tu te lances. Avant de te lancer, avant de faire le saut en politique, tu veux savoir s'il y a de l'eau dans la piscine avant de faire le plongeon. Puis tu veux aussi savoir dans quoi tu t'embarques. Donc, je pense que cette prudence de ma part m'a permis de mieux m'éclaircir les idées sur la situation politique à Terrebonne et voir de quelle façon je pouvais peut-être apporter ma contribution pour les prochaines années. Donc, ça a été déterminant dans mon cheminement et dans ma réflexion pour la politique municipale. Monsieur Traversy, comment s'est passée la campagne? Comment ça s'est déroulé, cette campagne-là à Terrebonne? Vous en avez vécu beaucoup des campagnes. Comment celle-là s'est passée? Y a-t-il des distinctions? C'est ma 5e campagne électorale, mais celle-là était longue. Elle était vraiment longue parce que grâce à des gouvernements du Québec antérieurs, vous savez qu'on a voté des élections à date fixe dans lesquelles j'étais absolument d'accord et je ne regrette absolument rien, mais lorsqu'on a des élections à date fixe, on voit venir la date de loin et donc c'est vraiment longtemps d'avance que les partis politiques se positionnent en vue de l'élection et ça demande tout un cardio politique pour être capable de se rendre jusqu'au fil d'arrivée. Donc, écoute, peut-être que je vieillis sans le savoir, mais j'ai trouvé que ça a été une belle campagne, une campagne qui a duré quand même longtemps. Il y avait une élection fédérale aussi à l'intérieur de notre période électorale qui est venue compliquer un peu la tâche, en plus de la pandémie qui emmenait aussi son lot de fardeaux supplémentaires dans notre façon avec laquelle on pouvait approcher nos citoyens. Donc, ça a été beaucoup d'ajustements et donc pas d'improvisation, mais je veux dire de flexibilité dans notre façon avec laquelle on a revu notre façon de faire une campagne électorale. Un jour, probablement, des gens écriront des livres là-dessus. Comment faire campagne en temps de pandémie? Je pourrais peut-être à ce moment-là écrire un chapitre, mais ça nous a demandé beaucoup d'imagination. Mais ça m'intéresse. Un exemple concret, c'est as multiplié, par exemple, les interventions sous la forme numérique? Concrètement, ça a pris quelle forme? L'utilisation de médias sociaux, évidemment, ont été un atout majeur, mais je vous dirais des assemblées publiques, mais là, en plein air, avec un certain nombre de gens limités durant les périodes à laquelle, évidemment, la santé publique nous restreignait à être pas plus que 20-25 personnes à certains endroits. On a également notre approche avec les lecteurs. Donc là, plus le droit de poignée de main, pas le droit d'embrasser les gens. Donc, le monde avec le masque, pas de masque, tu es un candidat, mais est-ce que les gens te reconnaissent? Donc, il y avait toute une approche qui était à développer là, au cours de cette campagne. Je pense que les gens ont été assez ingénieux, en tout cas du moins dans notre équipe politique et j'imagine aussi partout à travers le Québec pour continuer à être proche de l'électeur sans pouvoir le faire d'une manière plus traditionnelle. Et il n'y avait plus d'activité non plus de mobilisation comme on l'a connu par le passé. Donc, des fois lors de fêtes nationales ou durant certaines activités événementielles où on pouvait aller saluer beaucoup de gens, c'était rendu aujourd'hui plus compliqué. Ça a été quoi tes grandes thématiques? Quels sont les éléments sur lesquels tu t'es positionné, qui ont été tes chevals de bataille pendant justement cette campagne-là?
Ben, écoutez, trois gros points là, qui ont fait vraiment l'objet de la campagne électorale, ça a été le changement de leadership, donc une approche différente pour faire de la politique. Je pense que celle-là aussi a été entendue dans bon nombre de municipalités au cours de l'année électorale qu'on a connue. Il y a également toute la question de l'environnement qui a pris beaucoup plus d'importance aux yeux de plusieurs électeurs, particulièrement de la plus jeune génération, mais aussi de celles qui les ont précédés. Donc, là-dessus, ça s'est invité beaucoup dans la campagne électorale. Au niveau municipal, Denis, la sécurité routière, ça reste un thème récurrent. On ne peut pas passer à côté. Donc, d'avoir des quartiers sécuritaires pour nos familles, pour nos aînés, pour les citoyens qui veulent occuper, dans le fond, leur quartier, ça fait partie, entre autres, des discours. Et là-dessus, peut-être la pandémie également a eu un autre effet, en plus d'emmener de l'ingéniosité dans notre approche de campagne électorale. Je vous dirais que moi, j'ai beaucoup senti sur le terrain que les gens étaient intéressés à ce qui se passait dans leur quartier puis dans leur environnement. Peut-être que le fait d'avoir été confinés pendant plusieurs mois, d'avoir que le droit de marcher, aller dans les parcs pour avoir certains rassemblements, les gens se sont vraiment intéressés à leur milieu de vie puis ont eu envie de nous en parler et de participer avec nous à ce qu'on pouvait faire de mieux pour l'avenir. Écoute, 77%, ton message a porté, donc tu avais des thématiques qui rejoignaient les gens, mais je suis curieux quand même d'aller comme ça puis d'une façon assez nouvelle, comme tu nous l'exposes, à la rencontre des gens. Ça t'a amené, est-ce que tu as appris, puis je sais que tu es un gars vous êtes un gars de Terrebonne, Monsieur Traversy, qu'est-ce que vous avez appris au contact des gens de Terrebonne pendant cette campagne? Bien, écoutez, il y a beaucoup d'inquiétudes sur, premièrement, évidemment, sur la couronne nord de Montréal, le transport, c'est un enjeu majeur. Élections provinciales, municipales, il y a quand même des thèmes qui se recoupent. Mais je vous dirais qu'un élément qui m'a beaucoup parlé, ou en tout cas qui a attiré mon attention, c'est la façon avec laquelle on veut développer nos futurs quartiers dans notre municipalité. Donc, toute la question de la densification, la volonté d'avoir des services de proximité, d'avoir une accessibilité à la fois, oui, avec les voitures, mais surtout avec le transport collectif, le vélo de façon piétonnière. Donc, les gens veulent revoir peut-être les modèles avec lesquels on avait l'habitude de développer les quartiers, donc des couronnes de Montréal. Évidemment, la hauteur des bâtiments est un enjeu aussi Okay. qui fait jaser. Donc, tout le monde est pour la densification, mais il y a une harmonisation, ou en tout cas, du moins, il y a un équilibre à trouver dans la façon avec laquelle on l'intègre à l'intérieur d'une ville qui est déjà bien développée. Tu disais, Mathieu, vouloir travailler avec la collaboration. En fait, tu disais vouloir travailler en collaboration avec les autres partis, mais là, tous les postes, je pense, ont été remportés par ton équipe. C'est ça? Exact. C'est un beau problème. Ça facilite la collaboration, hein? Tout à fait. Ben oui, mais en même temps, et c'est ce que je dis aux gens, on a gagné les 16 districts en 16 à Terrebonne, plus la mairie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des bonnes discussions. Vous savez, moi, j'ai été dans un caucus du Parti québécois pendant des années. Souvent, c'est à l'intérieur du caucus de ta propre formation politique que les échanges les plus corsés se passent. Et donc, il y a quand même toute une diversité de gens qui composent notre équipe municipale. Donc, c'est certain qu'on va quand même retrouver des bonnes discussions et être capable d'aller chercher l'envers de la médaille dans bien des dossiers qui s'en viennent à la ville de Terrebonne. On a vu sous cette thématique-là à Québec, Bruno Marchand qui a composé avec cette collaboration-là. Est-ce que tu as une idée pour impliquer justement des voix discordantes un peu pour justement venir vous challenger dans le contexte de la gestion de la ville? Bien, c'est certain qu'avec l'équipe des élus qui ont été votés, on va laisser beaucoup plus d'espace pour que les conseillers et les conseillères puissent s'exprimer, faire des comptes rendus. Il y a toujours aussi les questions du public. Ça ne disparaît pas. Donc, il y a une reddition de comptes. Il y a quand même un suivi qui est fait entre la population et l'administration municipale. Donc, évidemment que cette proximité-là avec les gens va se poursuivre. Et évidemment, il va y avoir un changement de leadership. Et à cet égard, c'est certain que nous, on veut travailler avec le plus grand nombre de gens possible pour continuer à faire avancer Terrebonne dans les prochaines années, que ce soit des gens qui pensent comme nous ou non. Je pense qu'à la fin, c'est difficile d'avoir, une seule façon de penser dans une municipalité de près de 120 000 habitants. On est conscient qu'il y a des gens qui ont d'autres opinions et c'est important de les faire valoir, puis on va composer avec cette diversité. Je l'ai fait par le passé à l'Assemblée nationale. On va continuer à le faire à Terrebonne au niveau de la politique municipale. Quels seront les premiers pas pour toi à Terrebonne? Quelles seront tes priorités, tes premiers dossiers sur lesquels tu t'attardes à ton arrivée comme maire?
Bien, tout d'abord, écoutez, comme beaucoup de maires et mairesses, j'imagine, on a un budget à voter d'ici la fin de l'année, un budget qui a été évidemment préparé par des fonctionnaires, par des professionnels, mais sous les orientations d'une ancienne administration. Donc là, on est dans un sprint avec l'ensemble du cabinet du maire et les équipes de fonctionnaires pour ajuster, bonifier, modifier le budget afin de lui inscrire une signature un peu plus représentative de la nouvelle administration qui est votée. On n'est pas non plus naïf. On sait qu'on ne peut pas repartir à zéro un processus aussi grand que celui-là, mais on essaie d'y donner une certaine couleur, une certaine touche. Ça, c'est un dossier qui est majeur. C'est sûr qu'il a fallu monter une équipe de cabinet. Donc là-dessus, je me suis entouré de gens d'expérience, des gens qui connaissent Terrebonne, des gens qui ont, comment je pourrais dire, un profil très large. Donc, je serais fier d'annoncer d'ailleurs qu'on a une nouvelle chef de cabinet que vous avez déjà rencontrée, M. Martel, dans une autre vie. Donc, ça va être annoncé mercredi dans le journal. Je pensais que j'aurais droit à un scoop. Je ne sais pas si tu m'as vu la face changer. J'étais comme, wow, on va avoir un scoop. Mais non, mais je peux vous l'offrir, le scoop. Ça va me faire plaisir. Vous êtes prêts à l'accueillir favorablement. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous annonce en primeur ce soir que Carole Poirier, ancienne députée d'Hochelaga-Maisonneuve, mais surtout aussi ancienne chef de cabinet de Louise Arel aux affaires municipales et ancienne directrice générale d'un parti politique d'envergure au niveau provincial, va se joindre à notre équipe pour venir apporter son expérience. Il y a d'autres mondes aussi qui vont combiner cette équipe, des gens du milieu municipal, des gens de Terrebonne. Alors, ça devrait donner un équilibre pour permettre au maire d'avoir les coups des franges afin de réaliser à la fois ses promesses électorales, mais aussi de faire face à des défis qui arrivent à tous les jours. Et un dossier important pour revenir à votre question, ben, c'est le 350e anniversaire de la ville de Terrebonne en 2023. Donc, là-dessus, ça sera le 350e anniversaire de notre municipalité, un rendez-vous haut en couleur qu'on veut rassembleur. On saura vous inviter, j'en suis sûr, au cours de la prochaine année. Écoute, ça va me faire plaisir. Au pire, on enverra François Larouche, notre co-animateur, qui est beaucoup plus proche de Terrebonne que moi. Moi, je suis à Charlebourg. Mais écoute, ça me ferait plaisir. Il y a eu on n'est pas sans savoir qu'il y a eu des problèmes d'éthique assez sérieux à Terrebonne dans les équipes qui étaient là, qui géraient la ville antérieurement. On sait qu'aujourd'hui, ça passe pas. Quel est votre message? Quel est ton message, Mathieu, par rapport à cette réalité-là? J'imagine que c'est quelque chose que tu as entendu. Effectivement, bien, écoutez, on reste vigilant sur la question de l'éthique. On s'est doté d'ailleurs d'un conseiller juridique à l'intérieur de notre cabinet du maire pour nous aider à prendre les meilleures décisions. On sait que c'est pas parce qu'on a déclenché une commission d'enquête dans le secteur de la construction puis qu'il y a eu la commission Charbonneau que tout a disparu. Donc, on veut rester vigilant. On travaille la ville de Terrebonne avec la ville de Laval au niveau du BIEL, donc du Bureau de l'intégrité pour maintenir une vigie et s'assurer d'avoir les meilleures pratiques là, au niveau de la façon de gérer nos administrations. Quelles sont les choses que tu crois pouvoir faire au municipal qui n'étaient pas possibles au provincial? Bien, premièrement, moi, j'ai un gros drame dans ma vie, c'est que j'ai connu beaucoup l'opposition. Donc, j'ai été 10 ans environ à l'Assemblée nationale, 8 ans à l'opposition, puis 18 mois au pouvoir, mais minoritaire. Et donc, là-dessus, lorsque Lise Payette avait écrit « Le pouvoir ne connaît pas » lorsqu'elle était ministre, bien, je peux dire que cette réalité-là d'être de l'exécutif, de prendre les décisions pour le meilleur et pour le pire dans l'intérêt de la majorité, j'ai eu très peu de temps pour, comment je pourrais dire, le découvrir. Alors là, d'être en position décisionnelle comme maire de Terrebonne avec une équipe qui est à la fois expérimentée et motivé. Je pense que ça va être là, je pense, une des grandes distinctions de mon ancienne carrière politique avec cette nouvelle. C'est donc être capable d'aller dans des décisions qui vont avoir un impact concret dans la vie des gens et d'être capable d'intervenir plus directement. C'est intéressant. Donc, les coups des franges, la possibilité d'agir en fonction de tes valeurs, en fonction de ton engagement. Exact, tout à fait. Et là-dessus, je pense que le mandat de la population nous donne à la fois, c'est ça, les coups des franges, mais à la fois aussi nous laisse déceler que les attentes sont assez hautes. Donc, on va essayer d'être à la hauteur des attentes de la population de Terrebonne. Tu as souvent été impliqué dans les projets de relations, dans des projets de relations internationales. Est-ce que tu vois déjà des pistes de partenariat avec des villes à l'international ou ça existe peut-être déjà? Puis, qu'est-ce qu'il y en est pour Terrebonne? Bien, je suis très fier de vous dire que ça existe déjà et que ça va me faire plaisir de continuer à travailler, à développer ces liens. Donc, les villes du Québec sont souvent jumelées à des villes à l'international. Par exemple,
Terrebonne est jumelée avec la ville de Vitré en France, donc du côté de la Bretagne. C'est des villes qui ont généralement des démographies qui sont similaires. Alors, c'est certain qu'en 2022, on aimerait bien, avec notre comité Terrebonne-Vitré, aller inviter directement aussi et personnellement les gens de la délégation de notre ville jumelée pour notre 350e anniversaire. Il y a également la participation de Terrebonne à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, il y aura quelqu'un de notre conseil de ville qui sera délégué pour aller représenter Terrebonne dans le cadre de ces différents colloques et forums qui seront organisés par l'organisation à travers le territoire canadien. Et ça nous fera plaisir d'analyser quelles sont les bonnes pratiques qui sont faites dans d'autres villes ou ailleurs sur la planète afin de voir comment on peut à Terrebonne continuer à s'améliorer ou encore partager nos bonnes pratiques ou nos bons coups à nos confrères, consoeurs des autres municipalités. OK, là, on est samedi soir. Ça explique un peu le côté un peu informel de notre entrevue, mais quand même, toi, t'es au travail. Là, je pense qu'il est 18 heures, mais ta journée n'est pas terminée encore. Tu as encore des activités en sortant de cette entrevue. Tout à fait. Donc, je m'en vais à un gala au Collège Saint-Sacrement, le court-métrage, donc où plein d'étudiants ont travaillé donc à mettre en œuvre là, des courts-métrages cinématographiques avec un thème, je pense, qui tourne autour de l'horreur. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça doit ressembler. Et là-dessus, bien évidemment, je vais aller m'enquérir un peu là, des chefs-d'œuvre ou en tout cas des talents en gestation à Terrebonne qui seront, j'en suis sûr, réussir à tirer leur épingle du jeu au cours des prochaines années pour ceux et celles qui voudront continuer dans cette discipline. Puis évidemment, ben, demain, par contre, c'est dimanche. Dimanche, je prends congé. Et vous allez voir, je vais faire mon sapin de Noël. Il y a des choses à la maison qui m'attendent. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très gentil d'avoir pris quelques instants ce samedi pour venir nous parler. Donc, très, très apprécié. Ça m'a fait plaisir, puis n'hésitez jamais. Merci beaucoup, Denis. Ça me fait, écoute, c'est un plaisir, tout le plaisir est pour moi. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. On a plusieurs entrevues comme celle-là que vous pouvez écouter sur nos différents canaux, sur les engagés publics, sur Facebook, sur YouTube, sur SoundCloud, sur Apple Podcasts, sur Spotify. On est aussi sur Google Podcasts, peut-être que je l'avais dit. Vous pouvez nous voir toutes nos publications sur engagé avec un S, public avec un S.com. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était Denis Martel au micro et on se revoit dans un prochain épisode.